Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue à notre première émission d'Histoire de passer le temps de 2018. Ici Cassandra Drainville au micro en direct sur choc.ca. On vous souhaite un beau début de session et une belle année. Notre résolution de l'année à Histoire de, c'est continuer de vous fournir des chroniques intéressantes, en plus de préparer quelques beaux projets vraiment cool qui se mettront en place dans les prochains mois. Cette semaine, on reçoit trois chroniqueurs qui viennent encore une fois nous parler de sujets très différents, mais ma foi, tous très pertinents. D'abord, on accueille David Girard qui vient nous parler de grippe, ou plutôt d'histoire d'épidémie. Oui, exactement. Bonjour David. Bonjour. On a aussi notre cher régisseur Mathieu Cordeau qui va nous entretenir sur Richard Wagner, sans doute l'un des plus grands compositeurs d'opéra. Bonjour Mathieu. Bonjour. Enfin, la dernière, mais non la moindre, Valérie Beaulieu-Paquette, qui va nous parler d'histoire des femmes en Chine, plus précisément de la division sexuelle du travail. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie a pas de micro, donc elle nous entend pas. Il y a aussi notre collègue Maud Savaria qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Salut. C'est sa première fois à la radio. Et Edith Champagne. Allô. Bon, qui sont venus nous écouter et poser des questions aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on revient en force en 2018 avec des nouveaux fun facts racontés par Mathieu. Encore une fois, bonjour Mathieu. Bonjour. Je sais pas si ça va être drôle encore, là. Je commence à être un peu usé. C'est rare que c'est drôle. Ça commence à être... Ouais. Ben, en fait, moi, aujourd'hui, je voulais... dans le fond, je vais vous parler de nazis puis du Québec. OK. Ouais. Puis dans le fond, c'est pas Adrien Arcan, le fureur québécois que je parle, mais en fait, c'est, vous le savez sûrement, avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1937, les Allemands ont voulu acheter l'île d'Anticosti. Ah. Ça n'a pas marché. Je sais que David Girard a acheté le livre, mais... Il a acheté l'île. Pas l'île, hein? T'as pas acheté l'île, okay. J'ai pas acheté l'île encore, mais je travaille. C'est quoi le livre, au juste? C'est le livre, c'est... L'expédition allemande Anticosti. Oui. C'est ça que je veux dire. Ah, OK. Bon. Puis aussi, autre fait connu, hein, en 1942, un officier de sous-marin allemand qui fait surface à New Carlisle, en Gaspésie. Puis, dans le fond, il voulait peut-être prendre l'air, je pense. Puis, il parlait un trop bon français pour les gens de la région, payait avec des vieux dollars canadiens, et puis le diesel, alors qu'il disait qu'il était venu en bus. Puis, il a allumé sa cigarette avec des allumettes françaises. Fait que, dans le fond, la police est venue, puis ils l'ont embarqué. C'est le seul espion qui a été interné au Québec. Ah. Wow. Puis, mais en fait, moi, ce que je voulais vraiment parler, c'est que vous savez pas, mais il y a un des gros noms du gouvernement nazi qui avait travaillé à la construction du pont de Québec. Ben, voyons donc, Oui. Fait que son nom, c'était Joachim von Ribbentrop, qui deviendra le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Quand même. Il a travaillé comme journalier en 1912 à la construction du pont. Puis après, il a déménagé à Montréal. Il a travaillé à la Banque Molson. Puis après, il a déménagé à Ottawa. Il devient un importateur de vin. Puis après, il retourne en Allemagne pour la Première mondiale. OK. Puis ça finit qu'il se fait pendre en 1946 à Nuremberg. Mais il a habité ici au Canada combien de temps? Entre 1912 et 1914. Il n'y avait pas une histoire Ah, d'amour. 2 ans. Ouais, ben il courait après une femme et en tout cas, je voulais juste pas mettre ça là-dessus, ça faisait trop people, je pense. Mais... OK, il courait après une femme au Canada. Ouais. Ça n'a pas marché, il retourne en Allemagne. Ouais, exact. OK. L'appel à la patrie était plus grand, je crois. Wow. Eh bien, merci Mathieu pour ce fun fact. Ça fait plaisir. Donc, je vais maintenant laisser la parole à David qui va nous entretenir sur plusieurs épidémies de grippe qui ont eu lieu à Montréal entre la fin du 19e et le début du 21e siècle. Oui, au Canada, en fait. Bonjour. Oui, content d'être de retour pour cette nouvelle saison d'Histoire de passer le temps. Comme j'en ai été victime pendant les fêtes, comme vous autres aussi, moi d'ailleurs. aussi. Oui, c'est ça. J'ai choisi d'aborder un sujet qui nous concerne tous, c'est toute la grippe. On va y aller avec un A, B, C, D. On va commencer par la base. Tout d'abord, c'est quoi ça, la grippe? C'est une maladie, comme vous pouvez le voir à ma voix en ce moment, une maladie contagieuse. Des voies respiratoires. Il existe 4 types de virus qui en sont responsables, le A, le B, le C et le D. Ça vous dit quelque chose, ça, ces 4 noms de virus-là? Oui. A et B, oui, mais le reste? On parle ici de virus de la famille des orthomyxoviridae. Les virus A, B et C sont ceux qui peuvent infecter les humains, et celui du D, en fait, affecterait principalement les animaux, dont les bovins et les porcs. Je parle ici, évidemment, des cochons, et non pas de Gilbert Rozon. Bref, trêve de plaisanterie. C'est un sujet sérieux quand même. Le virus de type C est plutôt rare comparé aux virus de type A et B, qui sont les principaux responsables des grippes saisonnières, ce qui nous touche au Québec à chaque année. On s'en sort pas. Le virus de type A est également celui qui est la source des pandémies de grippe. C'est le plus fort. C'est donc celui qui va m'intéresser, moi, aujourd'hui, dans ma chronique. Au Canada, on estime que la grippe entraînerait en moyenne 12 000 hospitalisations par année, dont 3 500 décès. Ce qui est quand même beaucoup là, pour un petit virus qui est là régulièrement.
Bon, là, je vois venir avec vos questions. Là, ça vient de où, ça? A, B, C ou D? Le virus de type A, en fait, sont des virus qui sont classés selon deux protéines. La première, c'est l'hémagglutinine et la deuxième, c'est la neuraminidase. C'était bien informé. Quand même, hein, c'est curieux cette chronique-là. Pour la première, il existe 18 formes de protéines, de H1 à H18, 18 formes de catégories, en fait, de H1 à H18, et pour la seconde, il existe 11 formes de N1 à N11. Donc, le H1N1, c'est la première protéine, et la deuxième protéine là, de la neuraminidase. Comprends maintenant, ça voilà, vient d'où? Ça vient de où tout ça? C'est des protéines. La pandémie de 1918, c'était un virus H1N1 qui était assez puissant, là, la grippe espagnole. En fait, j'en parlais tout à l'heure. Je pensais que c'était comme genre les tournades, là, tu sais. Ils reprennent un nouveau nom avec les lettres de l'alphabet, le H1N1, après ça H1N2. À un moment donné, ça serait H1N3. Z2, Z2I3. On recommence après, puis voilà. Non, c'est pas ça. Puis les virus de type B là, sont moins forts un petit peu. Eux, leur nom vient de la lignée ou leur nom en fait vient de l'endroit où le virus a été isolé la première fois, comme le virus Victoria vient de Victoria en Australie. C'est là qu'il a été isolé la première fois. C'est assez simple en fait là, à comprendre, là. Mais pour le reste, vous n'avez pas besoin de redonner ce que je viens de dire. Fait qu'on passe au suivant. Voilà. Donc fièvre, toux, maux de tête, écoulement nasal, douleur musculaire et fatigue, ce sont les symptômes principaux en fait qui surviennent avec la grippe, qui peuvent durer jusqu'à une semaine. Ici, c'est la version homme de la patente. Là, on parle ici aussi de 4 jours au lit, sans bouger, avec un peu de bave qui coule sur le côté de la bouche. Voilà. Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie? Une pandémie en fait survient lorsque le virus se propage dans le monde entier. Et puis une épidémie, c'est lorsque le virus se propage dans une communauté. Un pays, mettons. Un pays, une ville, ça, on peut parler d'une épidémie. Puis de pandémie, on parle vraiment d'une infection qui touche. Mais si on pays. disait l'Amérique du Nord, ça pourrait être une pandémie. Oui, ça pourrait. Non, je pense que ça serait vraiment une épidémie dans ce cas-là. Ouais. Aussitôt qu'il y a plusieurs pays, en fait. Aussitôt qu'il y a plusieurs continents, aussitôt que ça touche l'ensemble des pays, c'est une pandémie. Okay. Et dès que c'est localisé quelque part, peu importe la zone, c'est une épidémie. Voilà. Au Canada, la grippe s'est manifestée plusieurs fois dans des proportions épidémiques avant le début du 20e siècle, en particulier dans les communautés autochtones qui n'étaient pas immunisées contre la maladie. Il y a donc eu beaucoup de décès. Depuis 1867, 5 pandémies de grippe ont été recensées. La grippe russe, en 1890, et c'est la première qui a été recensée, elle est partie des steppes eurasiennes pour se propager ensuite en Russie et en Europe. À Paris, la première alerte de la grippe russe survient en décembre 1889, avec l'annonce d'un foyer épidémique dans les grands magasins du Louvre. Rien de grave, inquiétez-vous pas. La grippe est inoffensive, selon les autorités à l'époque. Le discours est largement relayé aussi par les journaux, par certains journaux. D'autres sont plus critiques et s'inquiètent même de l'attitude des autorités parisiennes. Après tout, en 6 semaines, le virus avait quand même fait 200 000 morts en Russie. Donc, tu sais, c'est pas à prendre à la légère, comme le disaient certains à l'époque. En Europe, plus la grippe progresse, plus les statistiques mortuaires augmentent. Les réseaux ferroviaires, au début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, en fait, le transport par navire relie les villes entre elles et permettent de transporter rapidement les voyageurs, mais ça entraîne également une diffusion rapide du virus. En 4 mois, le virus fait le tour de la planète au grand complet. En Amérique du Nord, c'est à Montréal que la grippe dépose ses valises. Au début, la maladie est bénigne. Tiens, un petit rhume. Et après 15 jours, là, les gens commencent à décéder. Donc, le petit rhume a empiré, comme on dit. OK, fait que c'est pas un gros début de grippe, là, comme on l'a vu pendant le temps des fêtes. Là, c'est un petit mal de gorge qui, tranquillement, va prendre l'ampleur jusqu'à tuer le porteur du virus, qui est très sympathique. La grippe se propage rapidement dans toutes les zones, tous les secteurs de la province, dans toute la province, et touche près de la moitié de la population. En janvier, les écoles sont même fermées par mesure de précaution. L'économie tourne au ralenti. Les établissements de travail, les usines, les bureaux d'affaires, les postes de chemin de fer, les hôpitaux sont en manque de personnel. Tout le monde est malade. Les cas qui sont fatals sont surtout liés à des complications qui touchent des gens déjà malades, des jeunes enfants ou des personnes âgées. La pandémie affecte l'ensemble des grandes villes canadiennes, de Montréal, Toronto, jusqu'à Winnipeg, et j'inclus même Ottawa dans le terme grande ville canadienne ici. Le problème avec cet épisode de grippe est qu'il a été, contrairement à celui de 1918, peu étudié. C'est donc difficile de savoir le nombre de décès exact. C'est donc difficile d'avoir des statistiques précises sur cette épidémie-là. Sur cette pandémie-là, pardon. L'historienne Marianne Mélodeau-Bertrand a toutefois observé une hausse de la mortalité dans toutes les régions du Québec pendant le passage de la grippe russe. Les spécialistes qui sont penchés sur la question estiment qu'elle aurait touché jusqu'à 70% de la population en Europe et en Amérique du Nord.
Donc, ça, c'est considérable. Donc, tout le monde a eu la grippe, mais il y a quand même peu de personnes qui sont décédées. Il y en a qui sont décédés, mais on ne sait pas exactement combien. Okay. On sait qu'ils ont un pic de mortalité. Mais là, on va savoir exactement ça reste un peu flou. L'épidémie la plus grave dans l'histoire de notre beau pays et du monde entier, c'est le passage de la grippe espagnole entre 1918 et 1919. Elle aurait tué dans le monde en tout entre 20 et 100 millions de personnes. Wow! Quand même, dont 30 000 à 50 000 Canadiens. La particularité de la grippe espagnole est que, contrairement aux autres épidémies qui sont plus dangereuses pour les personnes dont l'immunité est déjà réduite, celle-là va tuer des gens en bonne santé, âgés de 20 à 35 ans. On serait donc tous ici dans les clientèles à risque. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Très bonne question. Non, ça s'attaque aux bonnes personnes. Ben, pas aux bonnes personnes, aux personnes On salue les... aux personnes en santé. Hey, je m'excuse. Oui, non, en fait, c'est ça, c'est qu'il est plus vigoureux avec les personnes en santé, contrairement aux autres types de grippe. D'où vient-il, ce virus, celui de la grippe espagnole? Il est introduit par les troupes canadiennes qui reviennent du front pendant l'été de 1918. Mais le problème avec tout ça, c'est que les troupes reviennent dans les villes et là retournent rapidement dans leur famille. Donc, le virus va se propager extrêmement rapidement et il va toucher des communautés qui sont même isolées. Donc, où c'est plus difficile de soigner les gens. Résultat, des villages entiers vont être décimés par la maladie. Wow. L'épidémie est tellement importante au point où les installations médicales et le personnel soignant ne suffisent plus. Pour répondre à la demande, des volontaires mettent sur pied des infirmeries temporaires dans les écoles et les hôtels. Les orphelins se multiplient, des familles perdent la seule personne qui gagnait le revenu principal du foyer, des commerces ferment leurs portes. Les administrations municipales tentent de contenir la maladie en fermant tous les services publics, à l'exception des services essentiels, et les gouvernements provinciaux adoptent de leur côté des lois pour la mise en place de la quarantaine, en fait, et rendre obligatoire le port de masque. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à contenir la maladie en 1919. La création en 1919 du ministère fédéral de la Santé est une conséquence directe de l'épidémie. Il fallait l'enrayer à tout prix. Donc, c'est Ottawa qui va mettre sur pied un réseau pour gérer la situation entre les provinces. Les gens atteints de la grippe espagnole ont des symptômes similaires à ceux des autres virus de la grippe, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre. La particularité de ce virus-là est qu'il va cibler les poumons, causant un affaiblissement temporaire qui est malheureusement souvent fatal. Les poumons affaiblis deviennent plus vulnérables aux autres virus et bactéries qui provoquent généralement une pneumonie ou une bronchite. Mais à l'époque, on s'en sort pas de la pneumonie. Contrairement à aujourd'hui, là, où on peut se soigner avec des antibiotiques. Oui. En réaction à l'infection, le système immunitaire fait en sorte que les poumons se remplissent d'eau. Ça cause un manque d'oxygène dans le sang. Le visage du malade prend une teinte bleutée ou noire. Et tout ça est accompagné avec une toux et des expectorations et des expectorations de sang et des segments nasaux. C'est bien agréable. Mais oui. Voilà. Le décès pouvait survenir oui, tout à fait. Le décès pouvait survenir en quelques heures. Donc, c'était assez rapide. Ah, quand même. Oui. C'était pas le fun. Comme le Conseil supérieur d'hygiène de la province de Québec n'a jamais rendu la déclaration de la grippe obligatoire, les chiffres sur le nombre de victimes, les chiffres exacts sur le nombre de victimes varient beaucoup. Au Québec, on estime que 530 704 personnes auraient développé la maladie et 13 880 en seraient décédées. OK. Voilà, il est également difficile de savoir quand la grippe espagnole recule précisément parce que le dernier hôpital ferme. Le dernier hôpital, en fait, qui est mis en place pour la quarantaine est fermé en novembre 1919, mais on va continuer de recenser des cas de grippe espagnole jusqu'en janvier 1921. Il me semble qu'il y a eu des vagues de la crise. Il y a eu 3 vagues de retour de la grippe, mais à chaque fois, c'était beaucoup moins fort. Donc, les gens développaient des anticorps et ça n'avait pas le même impact non plus. Okay. La plus mortelle, c'était la deuxième vague. OK. Oui, voilà. Voilà pour cela. C'est réglé. La grippe asiatique de 57, bon, j'en parle rapidement, celle-là, elle est moins importante. C'est un foyer de virus H2N2 qui apparaît dans le sud de la Chine et se propage rapidement dans le monde entier. La particularité de cette épidémie-là, c'est qu'elle est associée à la première préparation d'un vaccin pour lutter contre une pandémie de grippe. Voilà. Elle entraîne tout de même la mort de 1 à 2 millions de personnes dans le monde entier, dont 7 000 au Canada. La grippe de Hong Kong, 10 ans plus tard, va débuter également en Asie et va se propager dans le monde entier. C'est un virus de H3N2, un sous-type de H3N2, voilà. Il possède la même neuraminidase que le virus responsable de la pandémie de 57, mais il porte une hémagglutinine différente. Ce qui... Mais voyons, toi! Oui, c'est pas drôle. C'est plate parce que là, le vaccin développé en 57 n'est pas efficace. Okay. Fait que, résultat, 4 millions de décès sur la planète, donc 4 000 au Canada. C'est plate de même, c'est juste pour une protéine.
Et finalement, la pandémie du H1N1 en 2009, pour conclure, je vais conclure avec ça ici. Ben oui. C'était le retour du H1N1 au Canada, le virus responsable de cette grippe. Au début baptisé grippe porcine, n'avait jamais été observé auparavant, ni chez les humains ou les animaux. C'est pour ça que tout le monde paniquait. OK. Le 26 février 2009, l'Agence de santé publique du Canada signale le premier cas de H1N1 au pays. Bon, évidemment, là, je ne ferai pas toute l'historique, je passe rapidement, le temps file, et comme nous étions tous nés à l'époque, on s'en souvient, hein. Qui ne se rappelle pas ici de la petite madame qui parlait à travers sa porte patio, journaliste de TVA? Qui ne se souvient pas de ces premières années? Tout le monde paniquait, d'autres criaient au complot visant à mettre en place un nouvel ordre mondial. En 2009, Facebook n'avait pas encore caché le bouton poke et Gérald Tremblay obtenait son 3e mandat au poste de maire de Montréal. On pensait même à l'époque que les libéraux de Jean Charest étaient des gens honnêtes et que Nathalie Normando était une bonne personne. Et ça allait pas bien, hein? C'était une bonne année 2009, on aime ça beaucoup. Ben, en tout cas, le bilan officiel de la pandémie de H1N1, 18 000 décès à l'échelle mondiale, dont 428 Canadiens. Donc voilà. c'est très peu, en fait. Si on compare aux autres épidémies, on s'est affolé pour rien. On salue les vaccins aussi. On salue les vaccins, en effet. C'était une crise, en 2009, si on se rappelle, là. J'aurais une petite anecdote. Oui. Anecdote, un petit point. Sur la grippe espagnole, en fait, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Puis, je voulais juste ajouter, ce qui est intéressant, c'est pendant la guerre, évidemment, tout le monde qui sont restés, pas sur le front, les soldats qui sont au front, mais la famille qui sont restés dans le pays, en fait. Quand la grippe explose comme ça, la peur de perdre son conjoint, elle vire de bord, en fait. Donc, au lieu d'avoir peur de perdre le soldat qui est au front, les soldats au front ont peur de perdre leur famille qui sont restés à la maison, supposément en sécurité. Donc, on voit à quel point ça touchait l'imaginaire. Ouais. Ça a été très fort aussi. Le virus s'est surtout propagé, premier dans la première vague, c'est dans les camps militaires. Puis ça a fait des ravages aussi, puis à travers les soldats et les lignes sur le front. Puis ça, c'est un autre aspect. J'en ai pas parlé beaucoup, mais voilà. Mais c'est pas apparu sur le front, si je comprends bien. Non, mais ça a affecté le front autant que le front domestique, si on veut. Donc, à un moment donné, au lieu d'avoir juste peur pour les combattants, mais t'as peur aussi pour ceux qui sont supposément en sécurité. En sécurité, ouais, exact. Ouais. Puis toutes les familles sont pas mal affectées au final, soit par la guerre, soit par la crise, soit par les deux. Ah, ça finit pas bien, hein? Toute une année. Sur ce, merci beaucoup, David. Donc, on va s'en aller en musique, Mathieu. Oui, en fait, on s'en va en musique avec, vu que tantôt je parlais de Richard Wagner, on s'en va avec la pièce, le 3e acte, en fait, de l'opéra des Valkyries, la marche des Valkyries.
Wow! C'était-tu pas bon, ça? Ben, merci. Merci, Mathieu. Donc, de retour à Histoire de passer le temps, on poursuit avec Mathieu, qui s'intéresse aujourd'hui à l'œuvre de Richard Wagner, un grand homme allemand multitask, je pense. En fait, qui était pas seulement compositeur, mais aussi écrivain, chef d'orchestre, etc. Il a fait pas mal d'affaires, je dirais. Il y a eu plusieurs habits. Mais c'est ça, en fait, je voulais venir vous parler de ça. C'était quand même un gros nom de la musique occidentale. Je trouvais ça drôle parce que j'en avais jamais parlé encore, alors que un peu en parallèle, je travaille un peu dessus. Ah puis, ouais? Ouais. Ah, on savait pas. J'aide mon directeur avec Moi, ça. je le savais. C'est ça. Mais je parle rien, ça n'a pas rapport avec les résultats de recherche en ce moment. Là, ça, je ne divulguerai pas ça. OK. Mais juste à évoquer le nom de Richard Wagner, tout le monde a déjà une opinion un peu dessus. Tu sais, en passé, il y a des gens qui vont dire à cet âge-là, il est associé au nazisme, ou des fois, il y en a qui vont dire que genre que la musique est lourde ou tout ça, ou sinon, il y a des gens qui vont l'aduler vraiment comme un dieu. Donc, les gens ont toute une opinion un peu différente. Puis, mais, bon, Richard Wagner, ça contredit, un personnage ce personnage est différent. Il est polémiste, antisémite, bohème. Il a flirté intellectuellement avec l'anarchisme, avec Nietzsche. Mais au-delà du personnage, reste que son œuvre, qui elle aussi s'en contredit, a un immense legs qui va à l'opéra, mais aussi à la musique et au théâtre. Puis aussi, il fait anodin. Autrefois, les représentations d'opéra se faisaient avec des lumières ouvertes. Dans le fond, c'est pour ça que les loges se faisaient face souvent dans les opéras. Puis tout le monde pouvait se juger dans la bonne société. Puis et tout, sur comment il s'habillait. Regarde avec qui il est venu. Exactement. Puis justement, en fait, mais par contre, pour Wagner, c'est lui qui a commencé à décider de mettre systématiquement, de trouver qu'en fermant les lumières, il s'est rendu compte que les gens, ils parlaient moins. Fait que justement, il a adopté cette méthode-là pour toutes ses représentations, ce qui était une nouveauté à l'époque. Et c'est ça. Donc, Richard Wagner, il naît à Leipzig en 1813 dans une famille protestante de petits fonctionnaires. Leipzig, c'est en Saxe, donc dans l'Allemagne de l'Est, puis c'est vraiment près d'aujourd'hui de la frontière de la République tchèque. Il perd son père tôt, qui meurt après quelques mois après sa naissance du typhus, qui a été transporté par les armées, dans le fond, qui se battaient en octobre 1813 pour la bataille de Leipzig, aussi appelée la bataille des nations. Grosse bataille où les Français se sont fait planter avec Napoléon et tout. Puis finalement, sa mère se remarie avec un acteur, il déménage à Dresde. Puis Dresde, c'est la capitale du royaume de Saxe, qui est collée, elle, sur la République tchèque d'aujourd'hui. Puis, mais c'est surtout parce que c'était aussi un haut lieu de culture de l'époque. Donc, on la surnomme la Florence de l'Elbe. Puis l'Elbe étant la rivière qui coule. Mais Wagner grandit véritablement dans un milieu artistique, puisque sa sœur, en plus, est actrice. Son beau-père, c'est un oncle aussi qui est philologue. Donc, c'est vraiment un milieu très artistique dans lequel il va grandir. Donc, en 1831, il s'inscrit à l'université de Leipzig en musique et compose son premier opéra en 1833. Mais il ne sera jamais joué de son vivant. Et finalement, il devient, à cette époque-là, directeur musical à l'Opéra de Würzburg, qui est une ville au nord-ouest de la Bavière. Puis, là, c'est une autre période charnière aussi, là. Où est-ce que s'insère Wagner? C'est ça, c'est dans cette espèce de grosse période de changement dans le monde musical européen, donc entre la fin du classicisme viennois, donc on pense à Mozart, Gluck ou Haydn, et puis le début du romantisme. Donc Beethoven, qui fait un petit peu le pont entre ces deux mouvements-là, il meurt en 1827, Schubert, il meurt en 1828, mais lui, c'est vraiment du romantique, Mendelssohn aussi, puis Franz Liszt, qui va devenir accessoirement son beau-père. Et mais la grande inspiration de Wagner à cette époque-là, c'est le compositeur Karl Maria von Weber, qui va écrire Der Freischütz ou d'autres opéras que peut-être ça vous dit rien, mais bon. À cette époque-là, il était gros, il reste encore gros quand même dans la musique allemande. Puis lui, il est mort en 1826. Puis, mais dans le fond, le premier opéra de Wagner qui a jamais été joué de son vivant s'appelait Les Fées. Et pourquoi ça a jamais été joué? Mais je sais pas, je pense que ça a juste pas fonctionné, puis il y a pas eu, je pense, de la chance aussi de le présenter. Puis je pense qu'il croyait que son style était vraiment trop inspiré de Weber. Fait que tant qu'à se faire taxer d'avoir fait quelque chose aussi proche. Puis il commençait aussi en même temps. Ouais, exact. Ses premières. Okay. Puis ensuite, c'est ça, Wagner, mais il va se marier. Il se marie avec une actrice. Hein, et elle s'appelle Wilhelmine Planer en 1836 à Königsberg, qui est aujourd'hui l'enclave russe de Kaliningrad entre la Pologne et la Lituanie. Mais le couple, à l'image de la vie de Wagner, va fuir la ville pour échapper à ses créanciers parce qu'ils sont indettes. Ça, c'est l'histoire de sa vie. Il va juste faire ça tout au long de sa vie. Après, il va passer par Londres. Après, il va aller à Paris. Ils vont vivre vraiment pauvres. Ça, c'est cette période qui est normalement vue un peu comme une sorte de purgatoire dans son chemin artistique. Qui cherche et tout, justement, qui vit pauvre, vraiment. Puis, c'est là, par contre, qu'il va écrire son premier vrai opéra, Rienzi, et qui raconte l'histoire dans l'Italie médiévale d'un tribun qui veut tasser les élites corrompues de la ville, puis il veut mener le peuple
En tout cas, on voit quel personnage s'est inspiré de ça. Et donc, en tout cas, il fait un retour à Dresde, puis il joue Rienzi à l'opéra. C'est un succès. C'est son premier vrai succès, en fait. Puis il va rester directeur musical de l'opéra de la ville jusqu'en 1849. Époque où il va devoir s'exiler suite à un mandat d'arrêt contre lui, parce qu'il va participer à l'insurrection, dans le cadre des Printemps des peuples. Puis il va s'exiler en Suisse, puis il va rester à peu près 12 ans. Puis là, 12 ans d'exil, il va se mettre à l'écriture. Donc, il avait déjà fini un autre de ses opéras, Lohengrin. Puis dans le fond, il va demander à son ami Franz Liszt, son futur beau-père, de diriger en fait la première représentation qui va se faire à Weimar, alors que Wagner est encore en exil. Donc c'est drôle, c'est lui qui va jouer son premier opéra, mais c'est pas lui qui va le faire. Okay. Et puis pendant cela, il va commencer à écrire Tristan et Isolde. Puis aussi, il va écrire des livres comme Le judaïsme et la musique, L'opéra et le drame, et L'œuvre d'art de l'avenir, dans lequel il va théoriser le concept de Gesamtkunstwerk, dans le fond, l'œuvre d'art totale, ce que les Dédobis nous ont si bien expliqué. Ouais, puis ça veut dire quoi concrètement, l'œuvre d'art totale? Je vais un peu y revenir tantôt, okay, mais concrètement, en fait, c'est que toute production va aller vers va être de cœur avec en fait avec l'art que tu fais. Donc dans le fond c'est un opéra, mais c'est pas juste ce qui joue sur la scène qui va être l'œuvre d'art, mais c'est tout ce qui est organique autour. Okay. Un peu comme un collectif, dans le fond. Ouais, mais comme j'en revenais là-dessus, mais vous allez voir, c'est ça, c'est quand même gros. Puis aussi c'est total. C'est total. OK. Puis aussi entre-temps, en fait, sa femme elle va découvrir qu'il entretient une relation extra-conjugale avec une autre actrice. Et il se sépare officiellement en 1862, puis elle meurt en 1866. Hein? Il se met dans la chenoute. Ouais, il est un petit peu tout le temps partout. Mais là, en fait, c'est là que sa chance va vraiment tourner. Parce qu'en 1864, Louis II de Bavière, dit le fou, accède au trône à l'âge de 18 ans. Donc, ça, c'est le roi qui va faire construire Neuschwanstein, une espèce de château de Cendrillon dans les Alpes. Est-ce que c'est pour ça qu'il est fou? Non. Mais peut-être qu'à l'époque, pour eux, c'était son homosexualité cachée. Peut-être que c'est ça qu'ils auraient associé à ça. Là, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a foutu le royaume dans le trou, parce qu'il a construit plein de châteaux, puis il a entretenu Wagner. Puis ça n'a pas aidé. Mais il était un petit peu fan de contes de fées et tout. Il faut dire qu'arriver aussi jeune, peut-être au pouvoir, ça l'a peut-être pas aidé, ou je sais pas. Là. Mais bref, Louis devient le mécène de Wagner, puis il va le soutenir financièrement dans comme tous ses gros projets d'envergure. Puis entre-temps, il se marie en deuxième noces avec Cosima, qui est la fille de Franz Liszt. Donc, à partir de là, Wagner peut vraiment se concentrer sur les opéras du Ring. Dans le fond, l'Anneau du Nibelung. Sûrement, vous en avez déjà entendu parler. Ça se joue tout le temps au Metropolitan. C'est quoi, la dernière fois? C'était Robert Lepage. Ah. Il l'a fait jouer au Metropolitan de New York. Donc, bref, OK. On est très connaissant en oui. Oui. Puis en vrai, c'est ça. Donc ça va devenir un peu son œuvre majeure. Puis dans le fond, lui, il voulait pas que ça joue dans différents opéras. Il avait vraiment une idée dans sa tête de comment ça allait se faire. Puis, ce qu'il voulait, en fait, c'est que ça se joue dans un seul opéra, construit spécifiquement pour cet opéra. Puis, justement, c'est ça qui rentre dans l'idée, dans le fond, de l'œuvre d'art total. C'est où l'œuvre devient tout. Puis, dans ce genre-là, c'était même l'opéra, donc même la bâtisse, donc la salle, les bancs, et presque l'aménagement floral en avant de l'opéra avait un lien, ou devait avoir un lien avec la pièce qui se joue en dedans. Genre. Donc, c'est ça, dans le temps du tout. C'est un peu comme une immersion dans l'œuvre d'art. Ouais. C'est ce que je vois. Total, oui. Bien dit, Maud. Oui. Puis c'est exactement dans ce sens-là que Wagner aussi va créer un festival dédié à son œuvre. Donc, il va se faire un festival pour glorifier sa musique. Et puis, en fait, où est-ce qu'ils vont choisir de le faire? Ça va être à Bayreuth. Donc, Bayreuth, c'est une ville dans le nord-est de la Bavière, protestante, comme Wagner. C'est une région qui est un peu isolée dans une forêt près de la frontière tchèque aujourd'hui. Puis, dans le fond, c'est là qu'ils vont établir dans le fond, son opéra, parce que justement, il y avait eu des histoires de relations extra-conjugales, puis genre, la bonne société munichoise et très catholique avait pas trop aimé ça, fait qu'il était obligé un petit peu de s'exiler. Fait que, en restant en Bavière, il devait aller là. Ah! Puis, en 1872, il commence la construction du Festspielhaus, le palais des festivals. Et c'est un opéra qui est construit sur mesure seulement pour les opéras de Wagner. Donc, la scène est plus grande, la fosse d'orchestre est plus profonde pour projeter plus le son. Puis même les bancs seront en bois, inconfortables, mais ils sont pensés exclusivement pour une question d'acoustique. Donc, le Festspielhaus, à cette époque-là, c'était vraiment le nec plus ultra en termes de théâtre, puis c'était fait en Europe. Mais t'es pas confort quand t'écoutes l'opéra. Ah, ça dépend. Bonne musique ou être confortable pendant les 3 heures que je joue l'opéra? On choisit. Mais ça fait partie de l'expérience. Exact.
Puis le festival de Bayreuth va avoir lieu pour la première fois en 1876 et c'est un très gros succès sur le plan artistique, mais ça va être un désastre au point de vue financier, tellement que la deuxième édition aura seulement lieu en 1882. Et justement, après cette deuxième édition, Wagner va passer l'hiver après ça à Venise avec sa famille, puis il va mourir d'une crise cardiaque en février 1883. Non. Tout bonnement. Fini. Eh oui. C'est triste. Puis par la suite, en fait, c'est sa veuve qui va prendre en charge l'œuvre de Wagner. Puis en ce sens, on peut voir Cosima, sa femme, ce que Engels était à Marx. Et dans le fond, c'est elle qui va être responsable en grande partie de la construction du mythe wagnérien, puis de la construction de sa notoriété posthume, en fait. Donc c'est elle qui va justement traîner l'art avec elle. Puis surtout qu'elle va seulement mourir en 1930. Donc c'est comme si on avait élargi un peu la période productive de Wagner à 47 ans de plus. T'sais. Donc, puis en fait, est-ce qu'on sait si sa musique a été plus populaire, en fait, après sa mort, durant la période où sa femme s'en est occupée? Mais oui, dans un certain sens, parce que en mourant, justement, dans le fond, c'est comme un artiste, quand il meurt, mais ses œuvres prennent plus de valeur. Ouais. Puis en plus, il y avait un festival dédié à sa musique, puis c'est là, en fait, que ça va prendre, justement. C'est là que la construction du mythe, de cette espèce de génie musical, il était déjà acclamé de son vivant, mais ça va vraiment le propulser plus haut la nuit. Ça va vraiment devenir un événement mondain, en fait. Sa femme... Ça, sûrement qu'elle a fait de l'argent. Ramasse le cas. Sûrement. Puis, mais techniquement, c'est ça, dans le fond, elle n'est pas supposée comme... Elle va prendre la direction jusqu'en 1908, donc dès qu'à laquelle, selon officiellement, elle donne la direction à son fils Siegfried. Mais dans les faits, ça va être toujours elle qui va tirer les ficelles en arrière. Puis, dans le fond, lui, il va réussir complètement à prendre le pouvoir lorsqu'elle meurt à 92 ans, en 1930. Mais lui-même meurt d'un infarctus 5 mois plus tard, pendant une répétition. Fait qu'aussi bien dire que n'a jamais vraiment dirigé le festival. Dirigé, ouais. Mais dans le fond, ça va être sa femme, Siegfried, qui va prendre le contrôle du festival. C'est une Anglaise du nom de naissance, elle s'appelait Winifred William, mais Winifred Wagner, puis qu'elle entretient des liens très amicaux avec un certain moustachu qui idolâtre Wagner et qui prendra le pouvoir en Allemagne 3 ans plus tard. Donc, bien que Wagner avait été très critiqué pour ses positions antisémites de son vivant, c'est surtout l'utilisation de son œuvre par les nazis qui va vraiment entacher la réputation, en fait, des opéras de Wagner. Et que la famille même de Wagner soit liée aussi à Hitler. Mais à l'époque, justement, du Troisième Reich, beaucoup d'argent va être fait dedans parce qu'on voyait ça comme un outil de propagande autant que... Ouais, vraiment. Mais il a été critiqué de son vivant pour son antisémitisme? Ouais, les deux. Après, okay, les deux. Mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, après ce que ça a donné. Là. Mais même de son vivant. Mais tu sais, c'était aussi... Il faut jouer avec l'espèce d'antisémitisme ambiant, plus que l'antisémitisme d'après... Ou comment on voyait l'antisémitisme après la Deuxième Guerre mondiale, ça revêt un autre vernis, je dirais. Mais comme tu nous en as parlé un peu avant l'émission, tout à l'heure, il y avait des Juifs qui travaillaient avec lui. Oui, donc, exactement. Quand on parle d'antisémitisme, il faut un peu se replonger dans la période puis pas voir... pas voir déjà des massacres de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement. Donc, c'est ça, son dernier opéra qu'il va faire, c'est Parsifal. Puis, celui qui va être son maître d'orchestre, son chef d'orchestre sera Hermann Lévy, qui était lui-même juif, qui va avoir un malaise cardiaque sur la scène. Donc, il faut relativiser un petit peu quand même exact. Son antisémitisme. Ouais. Il y a beaucoup de maladies cardiaques dans l'histoire. Ouais, je pense qu'à cette époque-là, si on ne mourait pas de la grippe, on mourrait d'une crise cardiaque. C'était soit un, soit l'autre. Mais pour revenir sur ça, justement, aussi, le festival aujourd'hui, c'est un événement mondain très courant en Allemagne. Puis, juste comme pour le fait, Angela Merkel y va chaque année. Moi, je vois que ça se produit. Puis aussi plusieurs membres influents de la société allemande. Donc même s'il y a quand même une mauvaise réputation, les hauts dirigeants allemands continuent quand même d'écouter ou d'aller assister aux opéras. C'est vu comme étant constitutif de leur identité culturelle un peu. Donc je m'étendrai pas là-dessus parce que j'aurais aimé ça, mais plus par manque de temps, je le ferai pas. Là, mais Wagner a été utilisé comme propagande autant en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Donc mettons certains opéras moins, comme Parsifal était trop chrétien pour l'imaginaire, en fait, ou plutôt l'idée socialiste de l'Allemagne de l'Est. Mais tous les opéras vont se jouer, quand même. Okay. Donc, c'est vraiment plus constitutif de la culture allemande que... c'est un peu comme l'Orgile Vigneault. Mettons. Ouais. Mettons. Un peu tiré par les cheveux, mais... Félix Leclerc, non? On comprend. Fait que c'est ça. Mais bon, bref, je trouve que je pouvais pas... J'aurais aimé ça aussi parler justement de l'utilisation politique de Wagner, sa place dans la culture allemande aussi, puis surtout, ses opéras. C'est ça que je trouve qui est le plus intéressant. Mais bon, disons que je voulais aujourd'hui plus dresser la table, puis une prochaine fois, je vous parlerai des Valkyries, Siegfried, puis de Parsifal.
Tant mieux. Puis tu nous as pas parlé aussi des Dead Obies. Mais ça, je te relance là-dessus. Tu pourrais le faire. De parler des Dead Obies ou de chanter une chanson en direct. Ouais, on aimerait ça une performance directe des Dead Obies. Ah, pas aujourd'hui malheureusement. Mais on en discutait tout à l'heure, puis c'est ça, ils ont nommé un de leurs albums en l'honneur ou je sais pas de Wagner, mais on sait pas trop pourquoi en fait. Mais moi je me rappelle pas de l'entrevue qu'il avait donnée. Je sais qu'il avait donné une explication de pourquoi il l'avait appelé comme ainsi. Mais je me rappelle pas. Mais j'aurais la difficulté à croire que c'était la vraie signification que Wagner y donnait. Ils ont pas essayé de faire comme une œuvre totale avec leur nouvel album. Ils l'ont juste sorti. Non, ils ont juste fait un album avec un mot que personne n'est capable de prononcer. Fait que ça fait cool. Ouais, très cool. Sur ce, merci Mathieu. Donc on va poursuivre en musique, puis je pense qu'on va rester un peu avec Wagner pour les prochaines minutes. Oui, en fait, on va aller en musique avec l'ouverture de l'opéra Rienzi, donc l'opéra que je vous ai parlé tantôt, puis que un certain moustachu s'est un peu vu comme étant un Sir Rienzi qui dirige son peuple vers la délivrance. Donc, voici une partie de l'ouverture.
On va pas mettre la chanson jusqu'à la fin. Je commence à aimer ça. Elle était 12 minutes, mais on coupe ça ici. Mais encore une fois, merci. Un peu de musique classique, hein, à histoire de passer le temps. Pourquoi pas? Et ça sort du criage, hein? Ça sort du criage, en effet. Merci, Mathieu. Donc, que je choisis toutes les semaines. Arrête, c'est les tops. Donc, de retour à Histoire de passer le temps pour notre dernier segment, je laisse la parole à Valérie qui nous parle de soie et de coton en Chine impériale, mais surtout de division du travail et de femmes. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Alors, aujourd'hui, je vous propose de vous transporter dans l'Empire du Milieu, à une époque que nous qualifions de Moyen-Âge, et de dériver tranquillement jusqu'à la fin de cet empire dans les premiers moments du 20e siècle. Donc, au début de la dynastie des Song, qui a régné de 960 à 1279, je vais souvent dire les dates avec les dynasties parce qu'on n'est pas trop habitué habituellement. Au début de la dynastie des Song, la production des textiles était encore considérée comme une tâche essentiellement féminine. Curieusement, cette activité était presque entièrement contrôlée par des hommes vers la fin de la dynastie des Qing, qui a régné de 1644 à 1911. Donc le but de ma chronique, c'est bien simple, c'est de comprendre ce changement-là. En Chine impériale, le vêtement était excessivement important, comme partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Il est d'abord un symbole de civilisation, ce qui distingue l'homme de l'animal, et les gens du commun de l'élite. Plus largement, le don de textile fait partie aussi intégrante des rituels marquants comme le mariage, les funérailles et le deuil. Il sert aussi à renforcer des liens sociaux. Il existe plusieurs mythes pour expliquer l'invention de la sériciculture en Chine, tous les plus colorés les uns que les autres, mais j'ai choisi le plus populaire, même si ce mythe-là peut varier selon les régions et la personne qui le transmet, encore une fois. La tradition chinoise donc raconte qu'au 27e siècle avant Jésus-Christ, parce que oui, il faut bien dater nos mythes, par un bel après-midi, l'impératrice Lei Zhou buvait paisiblement un thé lorsqu'un cocon de verre à soie est tombé dans sa tasse. Splouche. En tentant de l'extraire de son royal breuvage, le fil de cocon se serait déroulé entre les doigts délicats de la jeune fille. Son mari, l'empereur Huangdi, lui aurait alors recommandé d'essayer de tisser avec ce fil et puis d'observer la vie du bombix du mûrier. Non, ce n'est pas un nom de DJ. C'est bien le papillon qui est à l'origine du verre à soie. Donc, l'impératrice Lei Zhou aurait ainsi développé un savoir, celui de la sériciculture, et l'aurait propagé dans la société. Donc, dans la mythologie chinoise, elle est devenue vraiment la déesse de la soie. Tout ça en buvant un thé. Ben oui, c'est comme génial. ça, tombé du ciel. Mais ça remonte-tu d'aussi loin, la production de la soie? Ça veut dire 27e siècle avant Jésus-Christ? C'est difficile à dater, mais il y a des petits fragments de tissu qui ont été trouvés à partir de cette date-là. Ah, quand même. Wow. Quand même, hein. Donc, son rôle peut varier dans l'histoire de ce mythe-là. Parfois, elle est au cœur de toute l'investigation et de l'invention de la technique, de la production de la soie, mais parfois, c'est aussi son mari qui est à l'origine de tout le processus. Donc, au niveau social, ça instaure quand même le rôle central de la femme dans l'activité du tissage. Plus concrètement, le philosophe Confucius, donc lui qui a vécu de 551 à 479 avant Jésus-Christ, est vraiment incontournable dans la compréhension de l'ordre social qui était préconisé dans la Chine impériale. Selon ses écrits à lui, qui sont devenus plus tard la philosophie de l'État, le but de la société, c'est d'atteindre l'harmonie et de la maintenir. Donc, pour ce faire, on doit respecter des rites et une stricte hiérarchie reposant sur, non pas des lois, mais sur le respect et l'accomplissement de certains devoirs. Ce sont toutefois des relations à double sens. Par exemple, si l'enfant doit respecter ses aînés malgré tout, eux-mêmes doivent lui fournir une bonne éducation en retour. Mm-hmm. Donc, c'est donnant-donnant. Si la femme est subordonnée à son mari, ils ont aussi une relation complémentaire. Donc, c'est au fil des développements de la pensée de Confucius puis par ses successeurs, qu'on en vient à attribuer à la femme un statut de plus en plus négatif. Son devoir primaire est restreint à celui de la procréation dans un système patrilinéaire. Le renforcement du rôle domestique de la femme s'est accompagné aussi d'une séparation très accrue des sexes dans chaque aspect du quotidien. Quand on donnait un objet à un homme, fallait pas que les mains se touchent dans ce don-là, même si c'est son mari ou son frère. Donc, ça vous prouve à quel point c'était poussé. Ça va loin, ouais. Ouais, faut dire quand même que c'est pas le cas de tous les groupes en Chine médiévale, heureusement. À la dynastie des Ming et des Qing, donc ce sont les deux dernières de la période impériale, l'existence de la fille est vraiment devenue un fardeau pour sa famille et ne représente absolument plus un gain. Donc, un exemple bien connu, la coutume mandchoue des pieds bandés.
Ça la rend complètement inapte au travail des champs. En plus, la fille est vouée à quitter sa famille pour s'établir dans sa belle famille après le mariage, donc elle assurera pas la sécurité financière des parents, ni même leur repos éternel d'ailleurs, au contraire du garçon qui doit pourvoir à leur sécurité matérielle et maintenir ce qu'on appelle le culte des ancêtres, donc aller nettoyer la tombe une fois par année et puis tout ça. Et puis cette activité-là ne peut être réalisée que par le chef de famille. C'est au cours de la dynastie des Song vraiment que les philosophes néo-confucéens ont élaboré des principes d'éthique sociale beaucoup plus rigides avec lesquels ils mettaient l'accent sur la dépendance des femmes et leur subordination aux hommes. C'est à ce moment-là qu'on dit que la stupidité est une vertu féminine. Ça vous en dit long? C'est le fun, ça. Donc, l'élite éduquée a été la première à suivre ces nouveaux préceptes. Puis c'est vraiment au 16e et au 17e siècle que cette conception-là a été intériorisée par toutes les couches de la société. Donc, c'est souvent des modes qui sont développés dans l'Empire qui ensuite découlent comme ça dans la société. Pourtant, au sein de l'institution impériale chinoise, la culture céréalière et la production des textiles étaient toutes deux considérées comme fondamentales et se résumaient en une expression. J'aime toujours dire des expressions en chinois, hein, oui, bien sûr. On aime ça. Vas-y. Donc, Nangan, Nuji. Les hommes. Oui, c'est ça. C'est facile, les Chinois, c'est facile. Donc, les hommes labourent et les femmes tissent. Avant la dynastie des Song, celle-ci était responsable de la fabrication des tissus vraiment de A à Z. C'est un rôle qui était actif, majoritairement pratiqué à l'intérieur de l'unité familiale, qui renvoyait de la femme une image vraiment d'un membre productif de la société. La fiscalité de l'État chinois traditionnel intégrait aussi le grain produit par les hommes et les textiles produits par les femmes, en général pour une valeur équivalente. Donc l'État, c'était aussi le plus grand consommateur de textiles, que ce soit pour vêtir l'armée, la cour, les lettrés, ou même pour les utiliser comme monnaie d'échange, pour préserver la paix ou acquérir des chevaux au Tibet, par exemple, qui aimaient beaucoup la soie au Tibet. Bonjour les Tibétains. Bonjour. On les salue. L'État servait aussi à tout simplement mieux redistribuer aussi la soie et les tissus à travers l'Empire. À l'époque des Song, du 10e au 13e siècle, les textiles étaient produits de façon artisanale dans 3 endroits spécifiques. C'était dans les familles paysannes ou dans les grandes familles de l'élite rurale ou urbaine, qui étaient dirigées alors par la maîtresse, qu'on appelait du manoir, on appelait ça comme ça, ou aussi dans les manufactures d'État qui étaient dirigées par des fonctionnaires et réalisés par des travailleurs souvent recrutés par conscription. Donc, quand l'Empire te demandait d'aller travailler, tu te posais pas de questions. Tu y allais. La documentation est beaucoup trop lacunaire, malheureusement, pour affirmer quoi que ce soit sur la division sexuelle du travail dans ces endroits-là, donc dans les manufactures de l'État, mais on sait que le tissage pouvait être confié indifféremment à des hommes ou à des femmes. Alors que, par après, la contribution féminine va se limiter seulement aux opérations de dévidage et de doublage du fil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement-là? On dirait qu'au départ, c'est vraiment assez égalitaire, là, une répartition assez égale des tâches, puis ça se transforme, puis la femme est comme réduite à des tâches minimes. Puis... Oui, c'est un changement qui se fait sur le long terme, c'est un changement qui se fait à 2 niveaux. Au niveau économique, puis au niveau social et philosophique. Dans le fond, c'est vraiment la vision de la femme qui est institutionnalisée dans l'État qui fait qu'elle perd sa place. On est date à quel moment, ce changement-là, environ? Le changement Quelle dynastie? Quelle dynastie? Le changement va être institué à partir des Song et va vraiment... Oui, c'est ça, oui. Donc, je te dirais, les Song, c'est plus autour de l'an 1000. OK. Et beaucoup plus vers 1400, 1500, là, vraiment, ça c'est... Ça a complètement été transformé. Ça a basculé, exactement. Okay. Merci. Donc, au niveau économique, c'est une expansion, il y a une expansion presque ininterrompue de l'économie chinoise à partir de l'an 1000, justement, qui se traduit par un mouvement, d'urbanisation, une constante croissance du commerce et du développement des marchés à plus grande échelle. Puis cet état-là a engendré une nouvelle division du travail, beaucoup plus élaborée dans tous les domaines, y compris dans celui du textile. Il y a aussi une mode qui change à ce moment-là. Les lettrés veulent rejeter le goût flamboyant des aristocraties au profit d'un raffinement un petit peu plus discret. La fabrication des gazes qui servait à faire ce tissu-là requiert un métier avec 2 rouleaux. Puis c'est un équipement qui est au-dessus des moyens des tissantes paysannes. Donc en plus de ça, elle participe beaucoup moins à cette économie-là qui demandait beaucoup
dans l'Empire. Puis c'est qui s'en occupait de ces nouvelles façons de faire des tissus? C'est c'était plus les hommes? C'était beaucoup plus les hommes, oui, qui finissaient par apprendre le métier, soit dans des manufactures pour l'armée, ou qui étaient embauchés comme apprentis auprès des femmes, puis qu'ensuite pouvaient aller travailler sur le marché du travail. Donc c'était pas les familles ils pouvaient pas acheter ça en fait, donc c'était vraiment les manufactures qui achetaient en gros, puis qui après ça faisaient travailler les hommes. C'est ça, exactement. Il y a aussi le fait que les usages chinois n'admettaient pas que des femmes fréquentent des lieux publics où elles seraient en compétition avec des hommes pour trouver de l'emploi ou qu'elles travaillent au milieu d'hommes qui étaient étrangers pour elles. Donc, c'est assez rigide à ce moment-là aussi. L'apparition du coton aussi fait en sorte que y a beaucoup de gens qui vont laisser tomber la sériculture pour se tourner vers le coton. Le changement le plus important, par contre, c'est sans doute la prise de contrôle accrue des marchands et l'extension du système de sous-traitance. Donc, les gens pouvaient travailler dans leur foyer, mais le marchand avait le contrôle, dans le fond, de la production. Donc, c'était un homme, il pouvait pas nécessairement embaucher des femmes, donc c'était le mari de la femme qui s'occupait de tisser, même si elle s'occupait encore de faire le fil, ce qui était moins rentable pour elle, malheureusement. Elle participait pas autant économiquement au foyer. Puis avant, c'était quoi? Il faisait affaire avec qui au lieu du marchand? Il allait directement avec... En fait, c'est que il vendait directement l'impôt était en nature, comme je vous ai dit, il y avait le grain qui était fourni par l'homme et la femme fournissait le tissage. Puis en 1581, l'impôt en nature a été aboli. Donc, le rôle des marchands était accru par cette monétarisation-là, dans le fond. Et puis, donc, la femme qui n'avait pas vraiment accès à ça parce qu'elle pouvait pas avoir de relation avec les marchands. Puis les marchands, au tout début, c'était très mal vu d'être marchand. C'était comme une sous-catégorie de travail, par exemple, par rapport aux lettrés qui étaient beaucoup plus vertueux et tout ça. Mais avec la monétarisation, ben là, ça s'inverse et ils prennent beaucoup plus le contrôle de ça. Il n'y avait plus le choix, dans le fond, devant le marchand. Il n'y avait pas d'autres options que le marchand. C'est ça, exactement. Puis est-ce qu'il y a eu comme une différence dans les discours aussi par rapport aux tâches? Là, tu disais que les hommes faisaient plus le tissage, puis les femmes plus le fil. Mais est-ce qu'il y avait comme une raison? Là? Je sais que en Amérique du Nord, les femmes avaient des petits doigts, fait que c'était plus adapté pour faire tel type de travail. Est-ce qu'il y avait ça aussi, une espèce de définition genrée du travail, de la raison là, pour que ce soit divisé comme ça? Ben, il n'y avait pas encore une mécanisation. Tu sais, ce que je vous présente, c'est vraiment une proto-industrialisation. Donc, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées. C'est des métiers en bois. N'importe qui peut travailler là-dessus. T'as besoin d'une certaine dextérité, là, bien évidemment. Mais l'homme, à ce moment-là, dans le fond, c'est comment je pourrais l'expliquer? C'est cette division-là sexuelle qui était déjà intégrée dans la philosophie de l'État, qui s'est juste transposée dans le monde des tisserandes, tout simplement. Au moment où les hommes ont investi ce champ-là, ça a juste... Les normes sociales sont tellement strictes que ça donne plus de place. Exactement. Tout simplement, c'est comme une translation de cette division-là du travail. Donc, au bout du compte, dans les villes et les faubourgs, il y a une certaine quantité de soirées qui étaient produites dans des ateliers, mais aussi dans des foyers qui possédaient des métiers pour les marchands. Ces endroits-là employaient des tisserands hommes. Donc, c'était surtout dans les villes et non dans les campagnes que les hommes avaient investi le lieu. Même quand la famille tout entière travaillait ensemble, les femmes allaient produire le fil, tandis que leur mari tissait et allait vendre le produit fini sur le marché. Voilà. Donc, qu'il s'agit de division commerciale ou familiale du travail, les femmes se trouvaient désormais réduites à assumer les tâches les moins bien récompensées et les moins complexes au niveau technique aussi. Il est important de ne pas perdre de vue justement que la transformation de l'industrie textile après les Song au 13e siècle n'a comporté aucune amélioration technique décisive. C'est une transformation dans les marchés, dans la monétarisation de la Chine à ce moment-là, puis dans l'organisation du travail et dans les politiques fiscales de l'État. Donc, les rôles sexuels qui étaient justement précédemment institutionnalisés par la fiscalité, l'expression Nangen Nyuje. Pas Nangan, Nangen. Nangen Nyuje ont vraiment perdu leur sens, mais on a continué à les utiliser comme un idéal. Dans le fond. Eh bien, merci. On a beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur le travail des femmes durant la Chine impériale.
Merci Val. Donc c'est ce qui met fin à cette première émission d'Histoire de passer le temps de 2018. Merci beaucoup à nos 3 chroniqueurs qui, encore une fois, ont fait des chroniques vraiment, vraiment intéressantes. Je voulais aussi souligner, avant qu'on se quitte, il y a Philippe McCready qui nous a joint pendant l'émission. Salut Philippe. Salut. Et qui a officiellement remis son mémoire de maîtrise aujourd'hui. Donc on le félicite. Félicitations. Bravo. Merci. Ben oui, on fait pas juste des chroniques, on travaille aussi sur nos mémoires. De temps en temps. Oui. Parle pour toi. Donc je pense que tu as envie de festoyer ce soir, mon cher. Ouais, ça va être une belle bière post-histoire de passer le temps. Yes. Venez nous rejoindre. Au département. Au département, 5 à 7. Donc, on se retrouve encore une fois vendredi prochain pour 3 autres chroniques. C'était Cassandra Drainville au micro sur choc.ca.